Le graphique que tu as sous les yeux représente la différence sur un an entre un ETF S&P 500 en euros et un autre ETF S&P 500 en dollars. Ça représente 7% de performance et sur un an, c'est énorme. On te dit toujours que oui, ça se lisse dans le temps, mais sur 10 ans, tu regardes la courbe encore, il y a toujours 15% d'avantage à l'ETF en dollars. Ce n'est pas le pire choix que tu aurais pu faire, loin de là. Je vais d'ailleurs t'expliquer quelles sont les 3 thématiques à absolument éviter dans tes ETF. Avant toute chose, moi c'est Jackson, je vulgarise l'investissement pour que tu comprennes dans quoi tu investis et pourquoi tu investis. Vous êtes plus de 55% à regarder mes vidéos sans être abonné, alors abonnez-vous et mettez un like pour le référencement, ça me ferait extrêmement plaisir. Maintenant, place aux 3 thématiques. Bon, retour quand même sur notre dollar-euro qu'on doit comparer sur notre SP500. Tu vois que déjà les frais sont plus bas sur un ETF américain, donc qui est coté en dollars. Les fonds par contre sont plus hauts en Europe, tout simplement parce qu'on n'a pas forcément accès au marché américain à part sur PEA, donc on se sert de cet ETF sur PEA. Quand tu compares sur un mois, on a une meilleure performance en euros, mais quand tu compares sur un an, c'est tout simplement un 13,16 à 6,89, ça fait mal. Sur 5 ans, avantage à l'euro. Par contre, depuis le 1er janvier, c'est plus 12,79 pour l'ETF en dollars et plus 0,03 pour l'ETF en euros. Et donc la perf sur un an, tu l'as déjà vu sur ce graphique, je te montre un petit peu tout. En 10 ans, tu vois qu'à certains moments, l'ETF en euros reprend l'avantage et il a même repris sur 5 ans exactement. Mais voilà. Quand tu regardes en year to day, on est à peine en positif parce que l'euro est tout simplement plus fort que le dollar sur l'année 2025 et c'est à savoir. Maintenant, on va passer sur quelques erreurs que tu ne dois pas faire quand tu investis sur des ETF. Et pour ça, on va aller sur Morning pour aller voir un petit peu tous les ETF que tu peux avoir. Je t'ai un peu spoilé la fin de la vidéo. Tu verras qu'il y a une thématique dont je vais parler qui va pas me faire que des alliés. Maintenant, si on regarde au niveau des frais, tu vois que tu as des ETF à 0,16, à 0,09, à 0,10, à 0,09 exactement. Maintenant, on va se mettre sur un ETF Monde. ETF Monde que personnellement est l'ETF que je recommande aux débutants, même si je ne peux pas vous faire de conseils d'investissement et toute cette vidéo n'en est pas un, c'est juste à titre informatif. Simplement, je vous recommande de vous informer sur l'ETF Monde qui est le plus pertinent pour moi pour des débutants. Il n'y a pas besoin de prendre du Nasdaq Leverage et tout pour avoir la performance. Le MSCI World est quand même assez performant. Maintenant, si on prend celui d'Amundi qui est là depuis longtemps, tu vois que la courbe est très jolie. D'accord ? Les frais sont quand même assez élevés, 0,38. Tu peux trouver plus pertinent. Surtout que là, on est toujours sur PEA. Tu vois que iShares est moins cher et même que Amundi est moins cher sur un autre ETF. Donc, choisis bien ce dont tu veux, mais n'oublie pas qu'un ETF est synthétique. Et ça, c'est une autre erreur. Moi, je préfère les ETF physiques. Malheureusement, pour tous les fonds qui sont à l'étranger, tu ne peux pas forcément avoir ça. Ça veut dire que tu possèdes du vent. Tu ne possèdes pas les entreprises sur lesquelles l'indice a une référence. Tu possèdes du vent. Tu possèdes un fonds indiciel. Tu ne possèdes pas les entreprises directement. Et j'aime pas trop ce côté synthétique sur les ETF, mais ça, c'est que mon avis perso. Après, tu as ceux capitalisants qui sont aussi pas mal dans cette tranche d'ETF. Maintenant, autre erreur que tu peux avoir, c'est de prendre trop d'ETF. Trop d'ETF tue l'ETF. Pourquoi ? Parce que tous les frais cumulés, au final, ça t'arrive à ruiner ta performance. Ok ? Pense à ça. Maintenant, on va passer aux 3 thématiques. Ce qui t'intéresse, c'est ce pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo. La première thématique d'ETF, on va se remettre sur tous, on va enlever PEA sur Morning et on va tout simplement rechercher crypto. Qui ici investit sur des ETF crypto ? Qui a démocratisé cette daube ? La crypto-monnaie vous est accessible par des exchanges. Des exchanges, c'est quoi ? C'est une plateforme comme Binance, comme Kraken, comme cryptomo.com, comme Coinbase, comme Bitget. Il y en a énormément. Et tout simplement, vous pouvez faire du DCA. Vous avez des ordres bien plus efficaces que sur vos plateformes. Vous avez ces ETF-là d'ailleurs. Vous voyez que vous faites juste manger des frais. Parce que les exchanges en crypto ont des frais extrêmement bas. Donc là, vous faites manger 2% de frais annuels pour avoir du Bitcoin en ETF. Pourquoi ? Vous êtes juste des feignants si vous investissez sur des ETF Bitcoin crypto-monnaie. Le seul ETF qui pourrait être intéressant au niveau des crypto-monnaies, ce serait d'avoir un total 5 ou un total 10. Ce serait d'avoir donc les 5 plus grosses capitalisations en crypto ou les 10 plus grosses capitalisations dans cet ETF qui serait en physique, bien entendu. Après, tous les ETF en général crypto-monnaies sont en physique, il n'y a pas de synthétique. Les ETF crypto, c'est niet. Et pareil, si vous investissez en crypto, n'investissez pas sur Trade Republic ou sur Revolut. Il y a des plateformes qui sont dédiées à ça. Finery a une bonne situation pour les cryptos, mais il y a surtout les exchanges qui, comme je vous l'ai dit, sont pertinents et sans frais. Sur Trade Republic et Revolut, vous avez des frais de 1 et de 2, vous avez du spread sur les cryptos, pas mal de spread. Et vu la volatilité du marché crypto, c'est bien de s'en protéger. Bref, investissez sur des exchanges pour les cryptos, absolument pas sur un ETF. Ok ? Deuxième chose, on va y aller. Les emerging markets. Quel daube. Qui vous a fait croire que les emerging étaient bien ? Regardez, en 2021, le top est touché à 155 USD pour l'indice emerging market de référence. Il vient d'être retouché à peine en octobre, 4 ans après. Mais comment se fait-il
quand vous allez dans le portefeuille, quand vous allez dans répartition régionale, mais pourquoi vous n'avez pas que des marchés émergents? La Chine, Taïwan, la Corée, Hong Kong, pour vous, c'est des pays qui ne sont pas développés, qui sont en cours de développement? Pour moi, c'est des pays qui sont limite plus développés que l'Occident. La Chine est en avance, ça c'est clair et net. La Chine, c'est le futur, les gars. Taïwan sont extrêmement bons dans ce qu'ils font. Alors oui, la société là-bas n'est pas non plus trop bien, etc. Il y a beaucoup de pression. Mais regardez le pays. Regardez le pays. Bon, l'Inde, je vous l'accorde, c'est le tiers-monde. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. La Corée, c'est plus développé que l'Occident. Ça représente 11%. Donc 11 plus 18, 29 plus 25, 54% du fonds. Et sur 3 pays qui sont plus que développés. Alors le mot emerging déjà est pas bon. Et en plus, c'est des pays qui fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que s'il y en a un qui chute, ils chutent tous ensemble. C'est pour ça qu'on a 4 ans pour retomber sur la perf de 2021. Maintenant, pourquoi aussi ces emerging markets ne sont pas recommandables? Tout simplement pour le fait que, hop, quand on se met sur PEA, parce que vous achetez vos ETF sur PEA, les frais sont monumentaux comparé à ce que vous pouvez trouver. Le plus bas est à 0,30. 0,65. Vous voyez que tout ce qui est un petit peu développé au niveau des fonds, c'est cher en emerging market, c'est très cher pour une performance qui est moins bonne et on vous dit la diversification. Tu retrouves les mêmes pays dans un world. Dans le world, tu as de la Chine, tu as du Taïwan, tu as, parce qu'il y a de l'Arabie Saoudite, tu as Aramco également, Saudi Aramco, que tu peux, qui est limite la seule entreprise saoudienne qui est aussi bien cotée. Tu as des Émirats Arabes Unis, etc. C'est des entreprises que tu retrouves tout simplement dans un world. Alors pourquoi prendre un emerging? Pour l'Inde? T'as vraiment envie d'investir sur l'Inde? Je vous mets une photo à l'écran de l'Inde actuellement. Je sais que c'est un très beau pays, beaucoup aiment beaucoup la culture indienne. Mais c'est l'Inde, c'est le tiers-monde. C'est le tiers-monde. Le Brésil, pareil. Je suis allé au Brésil, moi, il y a quelques mois. J'ai vu ce que c'était le Brésil. Mais pour rien au monde, je mets un pécos dessus. Pour rien au monde. Bref, il y a aussi un petit peu d'avis perso là-dedans, vous vous en doutez. Mais les emergents, on vous prend des frais qui sont colossaux, clairement. Alors que toutes les entreprises des emerging sont tout simplement dans le world. En tout cas, les meilleures entreprises, celles sur lesquelles vous avez envie d'investir, sont dans le world. Il y a plus de 1500 entreprises dans le MSCI World. Franchement, pourquoi aller taper dans de la sous-performance avec du emerging? Ah oui, pour l'Inde, peut-être pour l'Inde. Maintenant, dernière thématique, et en fait c'est plusieurs thématiques regroupées en une, c'est des ETF qui m'énervent, les ETF thématiques justement. Est-ce que vous avez remarqué, en début d'année, il y a une énorme croissance du secteur de la défense? Si je vais taper défense sur mon ligne, tu vas voir que, oh, bizarrement, on a plein d'ETF. Mais ces ETF, ça prend du temps à monter. C'est des fonds qui prennent du temps à faire. Et vous vous rendez compte que, déjà sur PEA, il n'y en a qu'un seul qui est disponible. C'est le BNP Paribas, qui est plus à son prime et qui a été lancé en juin 2025. La performance depuis juin, elle est littéralement de 1%. Les ETF thématiques, quand ils sont lancés sur PEA en général, même sur CTO, mais c'est un petit peu moins le cas sur CTO, c'est tout simplement que la thématique a été usée, a été lessivée. Donc vous rentrez sur une thématique qui est au top de son marché et qui va sûrement downgrade. Parce qu'on essaye tout simplement de surfer sur la hype de ces thématiques-là pour vous faire investir dessus. Alors ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais surtout vous ponctionnez des frais qui sont plus lourds que si vous aviez investi sur un fonds différent. Je parle du secteur de la défense, il y en a aussi plein d'autres. Si on décoche PEA et qu'on va par exemple sur le nucléaire, vous verrez que vous avez des ETF. Nucléaire, hop, vous avez des ETF, 0,89% de frais, 0,55% pour les moins chers. Et vous voyez que tout est extrêmement cher en fait sur les ETF thématiques et tout simplement pour investir sur des leaders de marché que vous auriez pu investir par vous-même dessus. Alors oui, les prix sur un an sont en énorme croissance pour le nucléaire, c'est peut-être pas le bon exemple, mais tout simplement, s'il y a un seul ETF à avoir à thématique, c'est le Nasdaq qui représente les 100 plus grosses entreprises cotées au niveau tech de notre plus grand pays boursier, les États-Unis. Après, le Nasdaq est extrêmement haut en valorisation et c'est le dernier point de vigilance que j'ai envie de vous donner dans cette vidéo. Les ETF qui sont très hauts en valorisation, attention, vous pouvez rentrer en DCA bien sûr dessus, mais ne mettez pas tous vos sous quand on est à 6500 sur un SP, tu vois ou pas? Mais un petit peu chaque mois, comme ça tu sais que ton investissement il est lissé et si ça se casse la gueule, c'est pas grave, tu auras un prix qui a monté en même temps que le marché. Mais tout simplement pour te dire que tous les ETF à thématique ne sont vraiment pas bons à prendre parce que lors de leur lancement, la thématique a déjà été en grande partie épuisée. C'est le cas avec la défense aujourd'hui. Si aujourd'hui les conflits dans le monde se résorbent, ce qui n'est pas près d'arriver, je vous l'accorde, mais si les conflits se résorbent, tout simplement cet ETF va se cracher. Parce que oui, le carnet de commandes est monté, mais le carnet de commandes futur va être ignoble. C'est clair et net. Après, ce n'est que mon avis, vous faites votre avis bien entendu. Cette vidéo est uniquement là à titre informatif, mais si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, déjà il y a l'espace commentaire. Puis ensuite il y a le Discord, vous pouvez venir parler de tout ça là-bas. On est plus de 2000 d'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui en a envie de trancher là-bas, vous pouvez partager vos portefeuilles. Et justement, c'est grâce à tout ce que j'ai pu voir dans ce Discord et à force de parler avec vous que j'ai vu toutes les erreurs qui ont été faites au niveau des ETF et que cette vidéo peut sortir.
J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'hab. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui aura lieu mardi. Ciao, ciao!